Bienvenue à Ciné Histoire, spécial Critérion. On a un très beau lundi à l'extérieur, mais bon, on va sortir cette émission-là beaucoup plus tard. Je suis toujours en compagnie de Jade, ça va bien? Ça va du mieux qu'on peut selon les circonstances. Je pense que c'est une belle façon de le résumer. Toi, ça va? Ben oui, comme toujours. On est un peu fatigué. On profite à bon escient de Board Game Arena, là, qui était une plateforme pour jouer à des jeux de société. Mais c'est-tu magique, ce site-là? J'ai jamais autant joué au Yadzi de ma vie, mais bon, voilà. c'est des choses qui arrivent. Aujourd'hui, et pour le prochain épisode, en fait, on s'en va ailleurs, en fait, dans un autre style de cinéma. On va parler de deux films d'action. On va commencer avec le numéro 8 de la collection Criterion, The Killer. The Killer, qui est un film réalisé par John Woo, qui est un réalisateur surtout connu dans les années 90 à Hollywood. Là. À Hong Kong, évidemment, il continue à faire des films, mais c'est surtout 80 puis début 2000. On va y revenir un peu plus tard. Donc, c'est un film d'Hong Kong, non pas un film chinois, mais bon, il fait partie... on reviendra aussi, mais il fait partie d'un mouvement du cinéma d'Hong Kong qui va... disons, très influencer plusieurs personnes à Hollywood. Un film sorti en 1989 d'une durée de 110 minutes. Il y a un film en couleur aussi, c'est notre deuxième seulement. Ça fait du bien aussi. Bien, ouais. Puis c'est en cantonais. Puis c'est ça, c'est un film d'action, des petits passages de thriller, mais surtout de l'action, de la grosse action, vraiment. Il a gagné quelques prix, mais c'est surtout au Hong Kong Film Awards qui va se faire connaître, mais il va être diffusé notamment à Toronto, puis c'est là qu'il va se faire connaître des critiques américains qui vont en parler en bien. L'édition Criterion, lui, The Killer et le prochain, Hard Boiled, les deux faits par John Woo, c'est deux éditions qui sont discontinuées. Donc, les films ont été rachetés, je me souviens pas exactement de par quelle compagnie, mais c'est un distributeur hongkongais, je crois, qui possède les droits. Donc, l'édition Criterion, elle existe, mais elle est discontinuée dès sa sortie. Donc, elle comprend pas beaucoup de bonus non plus parce qu'ils n'ont pas pu bonifier l'offre de bonus depuis la sortie, puisque c'est plus Criterion qui possède les droits. Donc, l'édition Criterion possède un commentaire audio de John Woo et du producteur Terrence Chang. Il y a quelques scènes coupées. On les a pas vus, c'est ça, on n'a pas visionné aucun non plus des bonus features parce que on l'a regardé sur YouTube, donc c'est pas la qualité idéale, mais on n'a pas le choix en fait là, parce qu'il n'est pas disponible sur la plateforme de streaming de Criterion. Il y a aussi comme bonus la bande-annonce, donc je trouve ça bizarre, un peu comme bonus feature, les bandes-annonces, c'est intéressant, là, mais comme si t'achètes le film, c'est pas pour voir la bande-annonce, là. En tout cas, je sais pas. Ça peut être intéressant. Des fois, les bandes-annonces, c'est quand même des œuvres d'art là, en elles-mêmes. Ouais, c'est rare, mais ça arrive quand même. Désolé, je viens de recevoir un courriel. Mais non, ça arrive quand même, mais je pense notamment à The Social Network de David Fincher, qui avait une bande-annonce qui était pas nécessairement inédite, là, mais qui avait des... Il y avait par exemple une reprise de la chanson Creep de Radiohead qui se trouve pas du tout dans le film, en fait. Même chose, je sais que des fois, il y a des bandes annonces qui s'amusent à ajouter des moments qui sont pas dans le film nécessairement. Je sais pas si c'est le cas, mais bon. Donc, la bande-annonce, il contient aussi des sous-titres en anglais. Bon, ça peut paraître évident un petit peu en cantonais, mais c'est que, je vais le mentionner un peu plus tard aussi, mais il y a plusieurs versions des sous-titres. Nous, on a eu une version la moins bonne, là, probablement. Là. Je vais expliquer pourquoi plus tard. Ah, ok. Je voulais le préciser, mais c'est bon. Non, c'est ça. Donc, la version de Criterion, c'est vraiment la meilleure version des sous-titres qu'on puisse avoir. Mais je te laisserai peut-être commencer un peu avec le résumé de ce film-là. Très simple. Oui, c'est ça. C'est un gros film d'action. Là. Imaginez du Van Damme ou du Seagull ou Die Hard à la limite. Là, c'est ça, ce film-là. Donc, dans le fond, on suit un tueur à gages qui est Ah Jong, qui est sur son dernier travail là, pour la triade d'Hong Kong. Pendant ce coup-là, il va accidentellement aveugler une chanteuse avec l'explosion de son fusil. Donc, probablement la poudre, j'imagine. Là, je pense pas que ce soit jamais vraiment expliqué. On le voit dans un très beau slow motion, là, en fait, mais
c'est ça, quand on tire un coup de fusil, évidemment, ça fait des flamèches. Puis c'est ça qui va brûler, j'imagine, la cornée de la chanteuse qui était couchée à côté du fusil. Ouais, parce qu'il apprend comme un peu... je pense qu'il y a quelqu'un qui essaie de la tirer, là, puis là, lui, il apprend en dessous de son bras, puis là, quand il tire, ses yeux sont juste à côté. Donc, bref, il l'aveugle accidentellement. Puis après ça, il se sent un petit peu coupable de ça, là. Donc, il va aller souvent au bar où elle performe. Il va devenir son ami, son confident, puis tout ça. Puis il tombe un peu en amour avec elle aussi, d'ailleurs. Puis il décide par la suite de lui payer une opération. C'est une greffe de cornée. Mais c'est un peu difficile, là. Hong Kong n'est pas un grand marché de cornée admissible, là. Fait qu'en tout cas, pendant tout le film, là, ils vont essayer de faire cette opération-là, puis c'est pas facile, disons. Ouais, il faut préciser aussi que, vu qu'il est aveugle, en tout cas, il n'est pas aveugle, mais... c'est tout est flou, là. Ouais, Quand elle regarde des choses, puis là, ça se dégrade, là, dans le film aussi, mais c'est qu'elle voit des ombres, elle voit des contours de forme, puis tout ça, mais pas rien de précis. Mais c'est qu'elle sait pas que c'est la personne qui l'a rendu aveugle, là, aussi. Donc, elle tombe en amour avec, mais... C'est ça. Lui, évidemment, il se garde cette petite réserve-là de pas y dire c'est moi. Mais bon, on va quand même finir par l'apprendre, on sait bien. Mais bon, oui, c'est ça, je poursuis. Donc, pour payer cette opération-là, il va accepter, soi-disant, là, un dernier coup qui est de tuer un directeur de compagnie pendant un gros événement quand même qui rassemble beaucoup de gens. Là, c'est une course de bateau-dragon. Ouais, bateau-dragon. J'ai déjà fait ça à Valleyfield et je marchais dans le parc puis quelqu'un m'a interpellé pour que je fasse partie de l'équipe de bateau-dragon. Et on avait terminé deuxième, mais écoute, c'était un samedi hors de l'ordinaire pour moi qui avait 16 ans à l'époque. C'est quand même particulier. Ouais, je sais pas. Puis je pense viens d'apprendre ça. Ouais, je pense qu'ils font ça encore aujourd'hui, des courses de bateau-dragon. J'ai encore la médaille en quelque part, là. Il faudrait que... Ouais, j'ai rien compris moi non plus. J'avais jamais fait de bateau, j'ai jamais même pagayé quelque chose. T'avais jamais fait de dragon non plus. Non. Mais bon, bref, donc il tue un PDG là, pendant la course, mais par malchance, il se fait repérer par un détective qui parvient pas à l'attraper à ce moment-là. Ensuite, vu qu'il a un petit peu foiré son coup, qu'il s'est fait voir, tout ça, il se fait tendre un piège par le boss du gang, là, de la triade, mais parvient à se sauver. Pendant le film, le policier qui le suit, qui le talonne, là, littéralement, se rend compte que c'est un tueur, mais que c'est un tueur qui a comme un objectif plus noble, si on veut, là, donc qui cherche pas vraiment à poursuivre cette job-là, puis tout ça, donc ils vont comme devenir un peu des alliés là-dedans, là. Il y a une scène là où Ah Jong court sur une plage, prend un enfant pour la protéger, le policier voit ça, puis là, il hésite à tirer, puis tout ça, donc il fait un beau parallèle aussi avec Jenny, qui est la chanteuse, là, puis... Enfin, c'est ça, mais quand ils le retrouvent, là, les deux sont conscients qu'il y a comme une relation proie et mon Dieu, traqueur dans le fond. Chasseur et proie. C'est ça, mais il se passera jamais rien vraiment avec ça. Là, ils vont justement s'allier un peu ensemble. Fait que dans une relation particulière, mais bon, c'est un peu ça. Puis, pour avoir tué le directeur de la compagnie au début, il se fait tendre un autre piège par une gang, là, dans le fond, puis part un petit peu en guerre contre eux. Puis là, c'est ça. Avec le policier, il va essayer de se sauver de cette situation-là. Tout le monde essaie de l'attraper de tous les côtés, là. Puis lui, tout ce qu'il veut, c'est partir à Singapour, je pense, pour la greffe de cornée de Jenny. Donc, c'est pas mal ça, le résumé. Puis on vous spoilera pas la fin. Non, mais évidemment. Puis quelques autres péripéties aussi qui pourraient vous tenir en haleine. Parce que c'est un film, c'est ça, qui s'explique je crois, tu sais, moi je suis pas un grand fan de films d'action, toi un peu plus, mais c'est un film très très extravagant, là. Tu sais, si je vais parler dans quelques instants de John Woo, mais si vous avez vu quelques-uns de ses films, par exemple Face Off, ça ressemble beaucoup, là. On est dans le même registre. C'est pas un film que j'ai apprécié non plus nécessairement, Face Off, mais bon, c'est juste parce que je sais pas, c'est pas... Il y a certains films d'action que j'apprécie, mais l'action extravagante, puis les phrases cheesy, puis ces affaires-là, tu sais, c'est drôle, là, mais j'ai beaucoup de difficultés à vraiment, comme,
prendre le film au sérieux puis juste dealer avec ce qu'on m'offre. Mais bon, je vais revenir un peu plus tard sur nos impressions du film et tout. Peut-être parler un peu de John Woo, qui évidemment, c'est le réalisateur, mais c'est quand même un très grand réalisateur hongkongais de l'époque, et même qui va faire le saut à Hollywood. Donc, il est une très grande influence sur le cinéma d'action chinois et du monde. Il est connu pour ses scènes d'action chaotiques et son image stylée, un style narratif du genre Mexican standoff. Mexican standoff, en fait, c'est une espèce de situation dans laquelle les deux parties d'un conflit ne peut vraiment, c'est ça, chacun peut pas vraiment avoir le règlement qu'il veut avoir sans perdre quelque chose de son côté. Je l'ai très mal expliqué, vous irez lire sur le sujet, mais c'est ça, il y a toujours des dilemmes moraux qui fait que, ok, si je veux atteindre mon objectif final, il faut qu'il y ait des dommages collatéraux. Donc c'est qu'il y a personne qui gagne vraiment, là. Ouais. C'est pas marqué blanc et noir, c'est pas bon, mauvais, là. Tout est assez intriqué, là, puis les personnages, peu importe le côté duquel ils sont, vont perdre quelque chose là-dedans, là, puis c'est la même chose dans Face Off aussi. Ouais. Ils perdent leur face, peu, là, notamment. Oui, il y a ça, entre autres, mais non, mais dans Face Off, il y en a un qui perd son enfant au début, se part en guerre contre l'autre à la fin meurt littéralement, mais perd sa blonde là-dedans. Il y a toujours de quoi, c'est pas la personne qui gagne au final a quand même perdu. Puis c'est un peu ça le Mexican standoff. Ouais, puis on vous spoilera pas The Killer, mais on vous a spoilé Face Off, donc c'est déjà ça. Il est aussi connu pour son usage relativement abusif, disons, du slow motion. Puis il fait quelques allusions aussi au néo-noir, donc évidemment qui est disons des films policiers, parce que le film noir en fait c'est des enquêtes policières, surtout caractéristiques des années 50 là. Donc des néo-noirs, c'est des films qui reprennent un peu ces mêmes thématiques là, mais en dehors des années 50. Il fait référence aussi beaucoup au wuxia, qui est un genre de cinéma chinois sur des héros d'arts martiaux dans la Chine ancienne. Et il reprend quelques éléments du western, là, ce qui est un peu, évidemment, du Mexican standoff. Il y en a beaucoup dans le western aussi. Il a fait un bref passage à Hollywood dans les années 90 avec des films comme Face Off, mais aussi Mission Impossible 2, qui est, je crois, le moins bon des Missions Impossibles, malheureusement. Quoique, en tout cas, il est très, très éclaté puis fait contraste avec le premier. Honnêtement, je me rappelle même pas du 2 à part. Il change de face, scène, notamment. Oui, mais ça, il y a ça partout. Mais même ça, lui, faire changer. Il y a des trucs, des courses de moto. Il y a des... Je me rappelle d'un collier dans un bain, là. Une espèce de coffre-fort à côté du bain. Puis il finit dans une forteresse, puis avec du monde en moto. Puis c'est extravagant, on va dire ça comme ça. Puis il a aussi fait notamment Broken Arrow également avec John Travolta. Il a fait Paycheck aussi avec Ben Affleck 2003. Bon, okay. Donc voilà un peu pour John Woo. J'avais noté justement par rapport au Mexican Standoff qu'un bon exemple, c'est la scène dans l'appartement de Jenny, où là évidemment elle voit pas elle, mais le policier et le tueur, c'est ça, ils se retrouvent dans la même pièce, puis là il y a comme cette espèce de tension là entre les deux. C'est comme une danse, honnêtement là. Ouais, c'est super chorégraphié. Ils font croire à Jenny qu'ils sont des amis d'enfance qui ont étudié ensemble à l'école. Ouais. Tout en se pointant le flingue. Elle leur fait du thé, puis elle veut leur porter leur petite secoupe de thé, puis les autres ils pensent juste à ne pas la tirer elle, mais se tirer entre eux là dans le fond. Puis après ça il y a une escapade, une évasion à l'extérieur du building là, où on a des super beaux plans de la ville en même temps, c'est vraiment le fun. Puis il y a comme d'autres gens qui viennent aider chacun des deux parties là, c'est quand même c'est particulier. Non Sinon, on peut aussi parler de la distribution, notamment Chow Yun-fat, qu'on connaît quand même bien, mais qui est un fidèle collaborateur de John Woo et d'Ang Lee, notamment. Il est très connu à Hong Kong, mais aussi à Hollywood, où il va jouer notamment dans Pirates des Caraïbes. Mais il s'est aussi beaucoup fait connaître à l'international pour Crouching Tiger, Hidden Dragon de Ang Lee, qui... pas un des premiers films, là, mais en tout cas, un des rares films films internationaux à être nominé comme meilleur film aux Oscars. Il va pas en gagner malheureusement, mais c'est ça a eu une bonne reconnaissance au début des années 2000.
Il y a aussi Danny Lee. Donc, Chow Yun-fat, il jouait l'assassin, le tueur à gages. Danny Lee joue, quant à lui, le policier. Il est beaucoup connu du cinéma d'Hong Kong, puis il joue souvent des policiers. Il a également joué Bruce Lee quelques années après sa mort dans Bruce Lee and I. Et puis, depuis le milieu des années 90, il est surtout derrière la caméra. Donc, voilà. Il y a aussi, évidemment, c'est le personnage de Jenny, qui est joué par... Ouais, pas exactement non, la même Jenny. Qui est jouée par Ali Ye, qui est une chanteuse et actrice taïwano-canadienne. Donc, elle a grandi à Victoria à partir de 4 ans, mais elle retourne à Hong Kong. Puis, à peu près, c'est ça, 4 années. À la fin des années 80. Puis elle va recevoir le prix notamment de la chanteuse la plus populaire d'Hong Kong 4 ans de suite, au début des années 90. Elle compte aujourd'hui plus de 30 albums à son actif, puis The Killer, c'est un de ses derniers films. Elle a joué dans quelques-uns, elle a jamais joué des grands rôles nécessairement, mais après de sa voix pour une des chansons, plusieurs des chansons, je crois, de The Killer. Mais c'est ça, j'étais très surpris de voir une Canadienne, je savais pas qu'elle était canadienne, là, mais j'étais très surpris de voir ça par la suite, puis c'est ça, il est quand même assez connu mondialement en ce moment. Parlant du film peut-être un petit peu, il va pas connaître un succès immédiat à Hong Kong ou en Chine, notamment en raison du massacre de Tiananmen Square qui se passe à peu près en même temps, mais il va recevoir quand même de très bonnes critiques de l'Occident, puis il va être projeté, c'est ça, à tous les grands festivals, mais il est pas toujours en compétition non plus, mais bon. Ça va littéralement être la bougie d'allumage de la carrière de Woo, puis ça va inspirer de nombreux réalisateurs dont les plus célèbres seraient Tarantino et Rodriguez, évidemment, qui sont très connus pour leur style particulier de scène d'action extravagante, là, de série B quasiment. Là. Ouais, puis à la limite western aussi, ouais, puis toutes les caractéristiques de ce type de cinéma-là, puis je pense qu'on peut là, dresser facilement un parallèle entre ce qu'ils font, puis ce que lui faisait dans son film, là, c'est... allez regarder ça, The Killer, pour vrai, c'est une belle expérience. Le film touche... diverses thématiques réutilisées dans d'autres de ses films, notamment l'honneur et l'amitié. Il y a aussi des similitudes entre deux personnes lorsque tout semble les séparer. Donc on le voit dans ça, mais on le voit un petit peu aussi dans Hard Boiled. Dans Hard Boiled, un autre de ses films, mais on va garder quelques punchs pour la prochaine émission quand même. Woo décrit lui-même son film comme un poème romantique, donc je veux pas faire de parallèle avec Cocteau nécessairement, là, mais c'est ça, c'est plus un médium pour lui pour exprimer son art. C'est sûr que c'est ça reste particulier, là, c'est un film de genre, on peut dire ça, un film de genre qui est un film de série B, mais qui prétend être un film à grand budget, à grand déploiement. Ça rentrerait dans cette catégorie-là, comme beaucoup de films aussi qui ont été faits en Asie dans les années 70 et 80. Mais bon. Il présente ses personnages un peu comme étant noir et blanc, mais... attends, je l'ai mal noté. En fait, c'est que... c'est ça, bon et mauvais, en fait. C'est ça, noir et blanc, bon et mauvais, mais il met quand même beaucoup d'accent sur le fait qu'ils sont pareils quand même. C'est ça, c'est... Évidemment, t'as un policier, t'as un tueur à gages, mais foncièrement, les deux font un peu leur métier pour les mêmes raisons, c'est-à-dire... pas protéger le monde, mais en tout cas, il y a comme cette passion-là qui te drive, puis c'est ça leur dénominateur commun. Ça va les faire s'allier à un moment du récit aussi, mais bon, c'est ça, c'est quand même assez connu du cinéma d'action en général aussi, là, les alliances entre les bons et les mauvais, mais bon. Vous mentionne que l'histoire est inspirée par la bande dessinée Spy vs. Spy du magazine Mad, également. J'ai jamais vu, je sais que, évidemment, les Simpsons ils parodient beaucoup le magazine Mad, mais j'ai jamais lu l'histoire. Mais moi, là, je vais peut-être rentrer dans des affaires qui ont même pas rapport, là, mais le magazine Mad, c'est un petit bonhomme, là, c'est un une face, gars, c'est ça. Rouge, mais, je pense. Oui, puis ça me rappelle un jeu de société qu'on avait quand j'étais plus jeune, qui est sur l'univers de l'inspecteur Gadget, mais je sais
sais qu'il y a Dr. Mad dans l'Inspecteur Gadget, mais bref, il y avait quelque chose, là. C'était un jeu, en plus, là, on avançait notre pion, puis là, ça nous faisait faire des défis, genre aller chercher des roches dehors, tu sais, il y avait comme des affaires, en tout cas, ça existe, ce jeu-là, puis ça m'a marqué, mais pas assez pour que je me rappelle exactement de ce que c'était. Mais à chaque fois que je vois là, une référence à ce magazine-là, je pense toujours à ce jeu-là. Puis je sais pas pourquoi. Je sais pas, je suis pas très familier avec l'univers de Spectre Gadget non plus, là, je t'avoue. Je me souviens des bonhommes quand j'étais jeune, mais on a le film d'ailleurs. Oui, qui est à moi. Qui est à toi. Je sais pas, parce que moi. Non, je l'ai en VHS, moi, sinon. Mais. Le DVD il avec bug. Matthew Broderick. Ouais, mais il bug à moitié, je me souviens d'une nuit où moi, Alexis et Ghislain, on l'écoutait à 3h du matin. Mais le regardait tout seul. En nous attendant à l'appartement. Bon, on dérape un peu, là. Bonjour à Alexis qui regardait l'Inspecteur Gadget. C'est ça, exactement. En nous attendant. Pour revenir au film, Wu est un chrétien, puis il met beaucoup d'images de religion dans ses films. C'est le cas ici, c'est le cas dans Face Off aussi, alors qu'on voit pour la première fois le symbole de la colombe qui va être récurrent dans son œuvre. On voit également Ah Jung se faire enlever des balles à l'église devant la croix, puis ça serait une référence notamment à Mean Street, le film de Martin Scorsese. Il compare aussi son film à Le Samouraï de Jean-Pierre Melville, qui est un Criterion aussi. Je l'ai jamais vu. Je sais pas quand est-ce qu'il s'en vient dans la collection, mais j'ai vu beaucoup de films qui étaient inspirés du samouraï, donc ça m'intrigue quand même beaucoup. C'est évidemment Jean-Pierre Melville, c'est un Français qui va quand même s'exporter à Hollywood aussi dans les années 60, puis il va faire quelques films. Je crois que Le Samouraï non, celui-là il doit être français, mais en tout cas il a fait quelques autres films hollywoodiens. Voilà, il y a beaucoup de ces films dans Criterion. Toute l'histoire du tueur qui prend soin de l'une de ses victimes serait tirée de ce film, notamment du samouraï. De Le Samouraï. Je sais pas comment on dit ça. Tu sais, quand ça allait dans un film ou. Ouais. Comment c'est je dirais du samouraï. Certain. On peut l'adapter comme ça. J'ai jamais dit 2 fois dedans pour dans une galaxie près de chez vous. Là. On a tous fait cette coupure. Ouais, c'est ça. Merci. Il présente aussi des symboliques animales, notamment avec les colombes qui représentent la paix, mais aussi l'esprit. En tout cas, moi je connais la paix, mais je connaissais pas l'esprit. Je sais pas si c'est particulier d'Hong Kong ou de la Chine en général. Ceux qui ont beaucoup de signification pour beaucoup de trucs là, dans les voyages qu'on a fait en Chine. Le rouge, ça veut dire à peu près n'importe quoi. Là, donc, le rouge, mon Dieu, c'est l'honneur, c'est l'amour, c'est la passion, c'est la fertilité. C'est la richesse. C'est tout. Puis le vert, c'est rien. Mais mettez pas du vert si vous allez en Chine. Ouais. Mais pourtant, c'est eux qui font le plus de jade puis de trucs. Donc, mais c'est pas vert. C'est pas... C'est couleur jade. C'est... Voilà. Puis il y a notamment aussi le chat qui entre par effraction dans une des scènes du film. Ça symbolise en fait une malédiction dans la culture chinoise. Puis ça... Je crois que ça reflète bien aussi vers quoi le film s'en va aussi. Mais c'est ça, c'est plusieurs symboliques dans le film. The Killer devait être à l'origine la suite de A Better Tomorrow 2 qui évidemment qui était fait. La suite du 2? Oui, donc le 3, il devait être le 3. Mais c'est ça, parce que évidemment A Better Tomorrow 1 et 2, c'est John Woo aussi qui les fait, puis c'est essentiellement le même genre de film qui a fait dans le milieu des années 80. Mais par contre, le 2, il va pas connaître beaucoup de succès, ce qui va lui faire perdre la confiance du studio, puis qui va refuser après ça tous les autres projets qu'il va vouloir mettre sur la table, notamment, là je me souviens plus du titre, mais un autre film qu'il a fait entre The Killer puis Hard Boiled, qui est aussi souvent considéré comme un de ses meilleurs films. Là, je sais pas pourquoi je l'ai pas noté, mais bon, c'est ça. Donc c'est disons, le projet de The Killer va véritablement prendre forme lorsque Chow Yun-fat arrive dans les plans. Il va convaincre le studio pour lequel il était sous contrat à l'époque de financer le film, puis le studio va finalement accepter. Le tournage va durer 90 jours, ce qui est environ le double des productions hongkongaises normales. Évidemment, c'est quand même un gros marché, mais ça a toujours été particulier, le marché chinois. Aujourd'hui, il commence à s'ouvrir un peu au monde, puis ça devient quand même une bonne partie des recettes d'un blockbuster, mais à l'époque c'est ça, c'était très complexe. Évidemment en 89 Tiananmen Square, il y a beaucoup, c'est pas le seul mouvement de révolte non plus qu'il y a, mais c'est ça, le marché chinois est toujours particulier, donc c'est ça, il y a de l'argent dans le cinéma chinois, mais
il n'y a pas toujours le public qui est au rendez-vous. Donc, en tout cas, c'est particulier. Ce qui explique probablement pourquoi la plupart des films sont tournés en un mois, 40-45 jours. La scène finale, notamment, qui est une espèce de shoot-out dans une église, à elle seule va prendre 36 jours de tournage, donc plus du tiers. Concernant aussi la musique, parce que la musique est quand même assez importante dans les films de John Woo, même si elle sert pas tant que ça le récit. Mais bon, Woo voulait une chanson jazz pour ouvrir son film, mais le producteur s'est opposé à ça en disant que le public n'aime pas le jazz, le public chinois n'aime pas le jazz. Donc, ils ont mis une chanson interprétée par Sally Ye, justement, qui est Jenny dans le film. Puis même elle, là, elle s'opposait un petit peu à ça. Elle était comme, me semble que ma chanson est pas nécessairement appropriée, mais bon, je vais le faire pareil. Puis quand elle a vu le film, elle a fait, ça aurait probablement été mieux du jazz. Mais bon, c'est comme ça. On n'a pas le choix, souvent les réalisateurs, pour avoir du budget, ils n'ont pas le choix de se plier aux producteurs, là, sauf les grands réalisateurs c'est ça. Souvent même les grands réalisateurs partent leur propre studio eux-mêmes, là, leur propre maison de production, fait qu'ils ont beaucoup plus de liberté, mais bon. La trame sonore comporte beaucoup d'harmonica aussi, qui fait référence à la musique de Ennio Morricone, particulièrement du film Once Upon a Time in America. Donc, je l'ai pas vu non plus, mais on l'a, celui-là. C'est avec Robert De Niro, mais bon. Voilà. On remarque c'est un film des années 80 aussi, là, ce qui expliquerait aussi pourquoi l'influence. On remarque des similitudes avec Nikita et Léon, des deux films de Luc Besson qui sont sortis après The Killer, dans le style de films d'action, d'action exubérante, mais aussi des tueurs à gages qui s'éprennent pas nécessairement de leurs victimes, mais des dommages collatéraux que leur meurtre a causé. Donc voilà. Notamment aussi El Mariachi et Desperado de Rodriguez vont puiser leur inspiration dans The Killer, tout comme Jackie Brown de Tarantino. Je pense que tu vas y revenir aussi un peu plus loin, probablement. Oui, Jackie Brown, j'avais un point, effectivement. Parfait. Il va également avoir une parodie chinoise du film mais bon, je l'ai pas vu, puis je me demande à quoi ressemblerait une parodie de ça, parce que c'est déjà un peu parodique. On dirait que c'est parodique, mais ça l'est pas. C'est pleinement assumé, mais un film de genre, ça se veut over the top, puis très extravagant. Donc, une parodie, je sais pas. Ça fait peut-être un film sobre, je sais pas. Non, je penserais pas que ça aille là-dedans, mais à voir. Là, si vous l'avez écouté, dites-le nous. Ben oui, exactement. Toutes les armes aussi dans le film sont vraies, mais c'est des balles à blanc. Okay. Donc, il y a des problèmes aussi. Il y avait des lois aussi qui empêchaient d'avoir des vraies armes à Hong Kong, mais bon, ils outrepassaient ça, là, je sais pas exactement comment, mais bon. Mais c'est ça, donc c'est des vraies armes. Mais ce qui faisait que pendant son tournage, il cause tout un vacarme à Hong Kong. Évidemment, Hong Kong, c'est juste une ville, puis il s'assure aussi de tourner dans des lieux quand même assez, pas iconiques, mais en pleine ville. Là, souvent, là, c'est très rarement en studio. Qui généralement le vacarme est toléré par la population parce qu'ils aiment bien John Woo et ses films, mais bon, on verra peut-être dans Hard Boiled que la population aimait moins ça, mais bon. Il a monté la scène des bateaux dragons, justement, là où il tue le PDG, d'après la musique de la scène. Donc, un peu comme Baby Driver l'a fait il n'y a pas si longtemps. Il y a d'autres films aussi qui sont assurés de synchroniser leur scène d'action avec la chanson, mais bon, il n'y en a pas d'autres qui me viennent en tête rapidement. Je pense que les autres films d'Edgar Wright aussi, ils le font un peu, là. Hot Fuzz, puis... Je pourrais pas dire Baby Driver, c'est marquant, là. Ouais. On le remarque, c'est ça, très, très facilement. Il aime aussi beaucoup improviser les scènes d'action avec les acteurs et les cascadeurs, parce qu'il veut se laisser un peu guider par son intuition. Donc, lui, il arrive parce que c'est pas toujours en studio, parfois ça l'est, mais quand c'est pas en studio, il veut essayer de voir un peu, de gager... Bon, OK, il y a tel élément là-dedans, donc on va s'inspirer du décor qui nous est offert pour créer les scènes d'action sur le coup. Voilà. Puis la restauration des sous-titres par Criterion a permis de corriger plusieurs erreurs, dont les noms, parce que Ah Jong, dans la version avec sous-titres qu'on a regardé, c'était Jeff. Oui, Jenny, c'est Jenny. Puis l'autre aussi, là...
Mais l'autre, c'est Dumbo, mais ouais, ben il y a un vrai nom, mais il y en avait un autre nom américanisé, on va dire ça comme ça. Puis d'ailleurs, je sais pas pourquoi je l'ai pas écrit ici, mais donc c'est ça leur petit surnom dans le film. À Jung, c'est Mickey, je crois, puis l'autre, c'est Dumbo. Puis Disney, évidemment, s'est opposé au fait qu'ils utilisent ça, donc ça a été modifié aussi par la suite et il s'appelle plus comme ça dans les nouveaux sous-titres de Criterion. Puis il me semble qu'il y avait une autre chose sur les sous-titres aussi. Bon, enfin, ça me reviendra peut-être. Dernier petit point aussi, bon, habituellement, je me fous un peu de ce trivia-là sur IMDb, mais c'est les body count, donc le nombre de personnes qui meurent dans le film. Pour un film d'action, c'est quand même assez intéressant. Dans ce film-là particulièrement, il y a 120 personnes qui sont présumées mortes. Donc, c'est pas mal. Ouais, c'est tout un carnage. Considérant que Ah-Jung est tout seul à faire la job, c'est une bonne moyenne, hein, quand même. On pourrait parler peut-être de nos impressions du film. Je te laisserai commencer, peut-être. Ouais, ben en fait, The Killer, c'est un film qui nous amène à plusieurs endroits en même temps. Tu sais, ça a été bienvenu le fait que c'était en couleur dans notre série qui était plus principalement en noir et blanc jusque-là. Dans le fond, 8, 9 et 10 sont en couleur. Fait que c'était bien le fun pour ça. Les sous-titres, je sais que tu voulais en parler tantôt, là, mais je vais le dire, là, nos sous-titres qu'on avait sur la version YouTube, c'est que c'était vraiment petit, puis vraiment difficile à lire. Puis c'est comme généré automatiquement, mais une bonne génération. Ça devait être encodé, mais en tout cas, c'était vraiment des petits sous-titres. C'était minuscule, honnêtement, puis on n'avait pas possibilité de changer ça, donc un peu difficile à lire. Sinon, histoire classique, là, tu sais, j'ai un gros film d'action qui a pas vraiment d'histoire dans le fond là. Le prochain par contre en a un peu plus, fait qu'on pourra faire peut-être une petite comparaison entre les deux parce que c'est le même réalisateur, mais j'ai apprécié le film. Je serais pas prête à lui donner une note si forte par contre parce que c'est pas quelque chose qui m'a accroché beaucoup. J'avais de la misère à suivre un peu ce qui se passait, tu sais. On a de la misère à différencier les personnages. C'est moins pire dans le prochain. Mais c'est ça. C'est bien. C'est un film d'action comme j'aime. Je peux voir clairement les échos là, dans le reste. Dans Face Off notamment. Style, ça a un feel Die Hard aussi. Ça se ressemble, c'est apprécié. Mais c'est pas venu me chercher tant que ça. Là. Fait que je pense que veux-tu donner tes impressions? Je peux donner déjà ma note. Tu peux donner ta note tout de suite. Puis je vais parler après. Je donnerais un 3, ce qui ferait un 6, donc un bon. Oui, je sais que tu ris quand je fais ça, mais c'est faut choisir le système. Là. Soit on le fait sur 10, mais soit il va en étoile. Mais je vais faire les deux quand même. Fait que 3, 6 et donc un bon pour ma part. Ça fait donc un... Ah non. Non, un quoi? Non, laisse faire. Tu voulais rentrer un troisième système de pointage? J'essayais de faire une joke, puis ça marchait pas. Là, puis, on va abandonner ça tout de suite pendant que c'est pas trop gênant. Pour ma part aussi, même chose. Les films de genre, c'est moins pire, je trouve, quand c'est un film d'horreur. Parce qu'un film d'horreur, à la base, je trouve ça quand même assez risible la plupart du temps. Là. Il y en a des très bien construits, mais sinon, tu sais, c'est un film de genre d'horreur. Un film de genre, donc un film de série B d'horreur, c'est toujours... C'est plus une comédie qu'un vrai film d'horreur. Celui-là, j'ai trouvé qu'il était trop assumé. Puis un peu comme... C'est ça, il y a beaucoup de parallèles avec Face Off, qui est un film que j'ai pas particulièrement aimé. C'est ça, il y a beaucoup de parallèles à tirer. Puis un film qui s'assume trop dans son genre. Tu sais, Tarantino, il sait là, que... C'est voulu être cheesy. Puis je sais que là aussi, c'est voulu, mais on dirait que... Je sais pas, mais... Ceci dit, c'est un bon film. Là. J'ai pas détesté mon expérience non plus, mais c'est vraiment pas mon genre de film. Je suis capable d'apprécier un bon film d'action, là, mais celui-là, j'ai eu plus de misère. Donc, pour moi aussi, ce serait un 3 étoiles sur 5. J'ai hésité entre un 3 ou un 3.5 parce que, tu sais, c'est ça, il y a quand même... C'est quand même accrocheur, tu sais, c'est sympathique, ça s'écoute bien, là, mais... En tout cas, il y a eu beaucoup d'analyses sur le film, aussi sur le symbolisme, que j'en ai présenté quand même un petit peu, puis je trouve ça bien, mais on dirait que
sais, c'est pas. Il y a pas la profondeur des autres films qu'on a écoutés de Criterion jusqu'à présent. Je comprends sa présence parce que c'est quand même un fait important de l'histoire du cinéma. Le cinéma d'action, ça fait partie du cinéma aussi, mais spécialement le mouvement d'effervescence des années 80-90 à Hong Kong, ça fait partie de l'histoire du cinéma, puis je comprends totalement sa présence là. Mais c'est pas exactement dans mes cordes. Donc moi aussi, je vais y aller avec un sobre 3 étoiles sur 5. Donc c'est un bon film que je recommande surtout aux fans de ce film, de ce genre de film-là. Parle-nous un peu de références dans la culture populaire. J'en ai mentionné quelques-unes aussi. Mais... Oui, puis en plus, je vois que tu m'en avais ajouté dans la liste, fait que je vais commencer par celle-là. Dans le fond, apparemment, il y aurait une chanson du groupe le Wu-Tang Clan qui a des citations du film dedans. Il devait y avoir un remake en 92 avec Denzel Washington et Richard Gere. Par contre, les deux acteurs ne s'entendaient pas super bien. Puis, le film est rapidement perçu là, comme quelque chose qui est homo-érotique. Donc, le projet est tombé à l'eau. On comprend un peu... je comprends pas pourquoi il est tombé à l'eau, là, mais ça aussi, c'est l'homo-érotisme. Là, c'est ça, ça a beaucoup fait jaser aussi autour de ce film-là parce que, évidemment, le Ah Jong et... c'est quoi le policier? J'ai perdu son nom. On va l'appeler Dumbo. Parce que c'est comme ça qu'on l'appelle. Lui, on l'a plus loin en tout cas, mais c'est ça, les deux, ils viennent à tisser une amitié qui est... je sais pas s'il est amplifié par la musique, mais tu sais, il y a comme un certain feel là, que c'est... Tu sais, c'est une amitié... je sais pas, non, j'ai pas repéré ça. Mais tu sais, en tout cas, c'est bien correct aussi, là, c'est pas que ça me dérange, mais évidemment, Hollywood, c'est pas les plus acceptants puis les plus novateurs en ce qui concerne que ce soit l'homosexualité ou toute la représentation en général, là, donc... voilà, le projet a été abandonné, puis il y a un autre remake aussi, je l'avais noté aussi. Il devait avoir un autre remake en 2007, mais ça s'est jamais fait. Puis en ce moment, là, ça aurait l'air que John Woo travaillerait là, sur un remake américain avec Lupita Nyong'o, qui était attaché au projet jusqu'à vraiment récemment, mais finalement ça a pas fonctionné pour elle non plus. Donc à voir là, si on aura le droit à ce fameux remake là. Ouais. Mais je trouve que on est comme passé à un autre stade de film d'action aujourd'hui. On dirait que celui-là... il est clairement ancré dans le 90. Là. Ouais, je sais pas qu'est-ce que ça donnerait aujourd'hui. Je pense que ça serait un navet, là, pratiquement. Il faut prendre les choses comme elles sont aussi. Là, puis regarder un film... Regarder du théâtre filmé, par exemple, d'un film de 1930, que c'est littéralement une pièce de théâtre qui est filmée. Ça peut s'accepter parce que c'est fait en 1930, mais si on présentait ça aujourd'hui, ça serait plate en maudit. Là, c'est même plate un peu à l'époque, mais ils faisaient avec les moyens qu'il y avait. Aujourd'hui, on est passé à un autre type d'action. Est-ce que ça serait encore plus exubérant, plus... je sais pas, là, parce que même Ang Lee aussi, avec... Gemini Man, il a essayé de faire un peu un film d'action. Il est pas de série B comme ça nécessairement, mais on sent que c'est un genre qui n'arrache un peu les films d'action. On dirait que tous les films de super-héros, notamment... Mais c'est ça, ils prennent tellement de place qu'on veut plus un film d'action plus ordinaire, disons. Là. Je sais pas si on le veut plus, mais... je veux dire, c'est parce qu'on est habitué à tellement plus. Je pense que c'est parce que l'action a un peu changé. À l'époque, c'était des vraies cascades, c'était des vraies explosions. Aujourd'hui, c'est ça, c'est du... c'est un bien ou un mal, là, ça dépend comment on voit ça. Là. Des explosions, c'est peut-être pas super bon pour l'environnement non plus, là. Mais tout par CGI, à un moment donné, on dirait que tu te sens plus... tu te sens pas pris par le film, par l'espèce d'effet grandiose. Dans un film Marvel, je suis pas très étonné, ou je suis pas époustouflé par les décors, par les effets spéciaux, parce que on dirait, je sais pas si ça vient pas me chercher, mais dans Seigneur des Anneaux, même dans Jean Cocteau, qu'on a dans La Belle et la Bête, qu'on a vu il y a pas si longtemps, c'était des vrais effets spéciaux ultra simples, mais que tu te dis, crime... il n'y avait pas d'ordinateur dans le temps, puis c'était pas évident à faire des... Puis on dirait que ça ajoute une plus-value au film, même celui-là aussi, là, le fait d'utiliser des vrais fusils, évidemment, c'est pas... Hollywood fait pas ça, malgré que c'est le pays qui a probablement le plus d'armes par habitant, mais
d'utiliser des vraies armes, de détruire des décors. Chris Nolan le fait encore un peu dans ses films, là, faire des vrais... utiliser le moins de CGI possible, puis faire des vraies scènes d'action, des vrais des effets spéciaux. En tout cas, je sais pas qu'est-ce que ça donnerait un remake aujourd'hui, mais j'irais peut-être le voir par curiosité, là, mais bon. Peut-être. C'est bon. Donc, comme à l'habitude, j'ai séparé là, les références en, cette fois-ci, 2 thématiques. Donc, pour commencer avec les références scénaristiques, à ce moment-là, j'entends référence à des éléments du film ou mais en tout cas, vous allez voir. Donc, dans le film, là, je vais peut-être tellement mal le prononcer, là, mais Mang Guai Dai Ha, qui est un film de 1989 aussi, il y a un personnage dans ce film-là qui s'imagine être le personnage du film de Killer, puis qui pense à des façons de punir sa femme, puis le capitaine de police qui, dans le fond, il pense qu'ils ont une aventure ensemble. Donc, il s'imagine littéralement là être le personnage de Jeff, dans le fond, tuer punir, c'est ça, là, sa femme puis le capitaine. C'est quand même bizarre, la même année. Hein, oui, c'est ça quand même, ça s'est fait rapidement, là, le deuxième film, mais bon, il y a ça. Sinon, j'avais... on a le titre en français, Operation Pink Squad 2. Français, En anglais, Operation Pink Squad 2. Voilà, donc Opération Bande Rose 2. Fait que... Un groupe, équipe. Voilà. Escadron, selon... escadron. Non, mais Suicide Squad. On s'écarte. On avait parlé tantôt rapidement de Jackie Brown. Donc, dans le fond, là, une des références dans le film, c'est qu'il est mentionné dans Jackie Brown que les clients d'un des personnages achètent souvent 2 armes pour faire comme dans The Killer. Donc, le fait, là, puis là, vous allez le voir plus tard, là, ma deuxième catégorie de référence, là, c'est la scène dans l'église / se battre avec 2 armes parce que il y a ça partout après le film. On dirait qu'il y a jamais personne qui l'avait fait avant. Fait qu'après ça a été repris énormément là. Au niveau des références scénaristiques, il y avait aussi, on parlait de Tarantino qui était un fan du style. Dans le fond, le film avait été présenté à Uma Thurman pour sa préparation du rôle de la mariée là dans Kill Bill. Et dans le film The Memory of a Killer, il y a une belle scène dans The Killer où un des personnages dans le fond a un trou de balle de fusil dans le bras. Puis dans le fond, ils vont ouvrir une balle, mettre de la poudre là-dessus, puis mettre ça en feu, brûler ça, fait que ça va faire comme une explosion, ça va cicatriser la plaie, ça doit être tellement pas super hygiénique, puis ils font ça dans The Memory of a Killer. C'est-tu The Killer qui fait ça? Parce que tu sais, je me souviens d'avoir déjà vu ça. Ben je sais pas si ça a été fait avant, là. Ouais, c'est ça. C'est ça ma question, c'était, tu sais, je sais pas où c'est que j'ai déjà vu ça, là, mais j'avais déjà vu ça aussi. Je pourrais pas dire, mais en fait, c'était vraiment référencé là, comme de quoi directement là, par rapport à The Killer. Fait que on va le laisser là. Puis il y avait dans le film Hitman une scène qui ressemble là, sensiblement à celle dans l'appartement de Ginny. Donc confrontation avec 2 policiers. Il y a une espèce de danse, les mouvements de caméra, les angles sont... Un Mexican stand-off. Oui, c'est ça, sont sensiblement les mêmes. Ensuite, pour la deuxième catégorie, donc tirer avec 2 fusils / bataille dans une église. Donc juste le tirer avec 2 fusils, là, tu sais, on fait... Tu fais référence vraiment juste à fusil dans 2 mains ou tu sais la scène où ils sont tous les 2 couchés à terre avec un fusil sur la tempe? C'est pas clair, honnêtement. Là, je pense que c'est le fait d'avoir 2 armes aussi puis d'être toujours... Parce que dans The Killer, sont tout le temps là, avec 2 fusils en même temps puis ils tirent vraiment là, des groupes impressionnant de personnes. Comme dans La Matrice, notamment. Oui, c'est ça. Puis ça faisait partie aussi là, des références, à moins que ce soit pour Hardboiled. Peut-être que j'ai confondu. Mais c'est peut-être un peu tout ça. C'est peut-être, il y a un beau moment dans le film là, où ils sont couchés par terre, puis il est vraiment, on le voit sur le côté, avec les 2 fusils dans chacune des mains. Puis ça, on l'a revu beaucoup après. On se demandait où. C'est pas quelque chose qu'on peut trouver nécessairement, là, mais... dans Face-Off, notamment. Il y a le droit dans Face-Off, effectivement. Il y a le droit de prendre ces éléments. Qui les a fait. Tout à fait. Donc, c'est pas le premier non plus. C'était, mais c'est pas un spin-off non plus, Face-Off de Killer. Mais tu vois, je l'ai fait de Killer. Mais bon, c'est parce que c'est pas dans la même langue. Tu sais, je sais que, par exemple,
Funny Games de Michael Haneke. Il a fait le film, je sais pas, en Belgique ou aux Pays-Bas, puis il a fait le remake américain quasiment plan par plan. Puis c'est pas la première fois non plus qu'il y a des gens qui font leur propre remake. C'était quoi donc? C'était... il me venait en tête 21 Grams, je crois, de Alejandro González Iñárritu. Je crois qu'il l'a fait américain puis il l'a fait mexicain. Est-ce que c'est la même chose dans Les hommes qui n'aiment pas les femmes? Millennium. Ben c'est pas le même réalisateur là, qui refait. Donc, mais c'est pas une reprise. Oui, c'est une reprise. Non, c'est un remake. Oui, je sais, mais je veux dire, c'est pas une reprise plan par plan. Pas plan par plan, non. Ben, je pense pas qu'il y a personne qui se risquait. C'est quand c'est pas toi qui as fait le film d'origine à faire le remake plan par plan, là, c'était un peu. C'était pas mal copié l'autre film, là, mais ouais, j'ai déjà vu, là, vous allez peut-être rire de moi un peu, là, mais il y a un film avec Miley Cyrus qui s'appelle LOL. Miley Cyrus et Demi Moore qui joue sa mère là-dedans, puis dans le fond, la fille s'appelle Lola, là, donc le film s'appelle LOL. Puis c'est à la base un film français qui est vraiment pareil. J'ai vu les deux, en tout cas, concours de circonstances, là, on rentre pas là-dedans. Ça devait pas bien aller. Mais j'ai vu les deux, puis j'ai vu le français avant, je pense, mais le français est venu avant, puis c'est honnêtement les deux la même chose, là, donc je sais pas si c'est le même réalisateur, mais c'était pareil là, dans les deux cas. Enfin. Ben oui. Continue. Ben oui. Donc, tirer avec deux fusils, bataille dans une église. Là, on mentionnait The Crow, dans le fond, qui a une même genre de finale dans une église, puis il y a plusieurs personnages qui tirent avec deux armes. The Crow, d'ailleurs, dont le personnage principal est le fils de Bruce Lee, Brandon Lee. Donc, voilà. C'est peut-être... en tout cas, on peut voir... c'est lui, je crois même que c'est lui qui le réalise, en tout cas. Je sais pas trop, mais il est mort pas longtemps après le film aussi. C'est possible, je ne saurais dire. Il y a dans le film Desperado, Antonio Banderas qui tire avec deux armes. Face Off, c'est la même finale, là. Pour vrai, c'est quasiment la même chose. C'est dans une église aussi. Il y a des colombes au slow motion, il y a plein de petites chandelles. Il y a vraiment énormément d'éléments qui sont repris dans Face Off. On mentionnait Cowboy Bebop, Ballad of the Fallen Angels, qui est un épisode, dans le fond, de cette série-là. Il y a la même chose dans une église. Dans La Momie, Brendan Fraser qui a deux armes. Once Upon a Time in Mexico, Desperado 2. Il y a une scène dans une église qui est semblable. Puis dans un animé qui s'appelle A Pleased Ex Machina, qui a à peu près ça aussi. J'avais trois autres films là, que c'est peut-être plus des références à grande échelle, là, mais on mentionnait Die Hard 2. Je sais pas pourquoi le 2 précisément, là, mais je sais que le 1 il a été fait avant, là, en 88, fait que clairement non. Mais Die Hard 2 qui s'en serait inspiré, mais ce qui est drôle de voir là-dedans aussi, c'est que The Killer s'est inspiré de Die Hard. J'avais vu ça là, dans la fiche de Die Hard sur IMDb, donc il y a comme une roue qui tourne, comme qu'on dirait. Léon, on l'avait mentionné tantôt, donc le même type de film, là, on suit principalement quelqu'un qui est pas une bonne personne dans le fond, mais qui, tu sais, Léon, il est attachant, il est tellement le fun à regarder aller. Il boit du lait. Puis oui, puis ben, tu sais, il y a d'autres personnages de films qui boivent du lait, puis c'est pas mieux. On faisait référence ici à Clockwork Orange, bien sûr. Et finalement, il y avait LA Confidential. Là, honnêtement, je sais pas c'est quoi le lien entre les deux. LA Confidential, c'est un film noir, c'est un film qui se passe dans les années 50, 30, 40, 50. Là, choisi. À Hollywood, mais non, mais on l'a écouté il y a un petit moment déjà, là, mais c'est pas notre genre de film, donc c'est pas quelque chose qui m'a marqué tant que ça, mais apparemment il y aurait des références là, à Killer dans la façon dont il est fait. Donc ce serait ça pour les références dans la culture populaire de Killer. Bon, ben c'est ce qui ferait le tour, je pense, de Killer aussi en général. Peut-être, évidemment, je pense que vous l'aurez deviné, qui ne déloge pas ni pour moi ni pour toi La Belle et la Bête de Jean Cocteau, donc qui se maintient, garde le cap, La Belle et la Bête. Donc voilà, c'est un très bon film d'action de Killer, mais qui, je crois que les gens qui sont vraiment fanatiques du cinéma de genre, du cinéma d'action, je crois qu'ils vont en retirer une meilleure expérience que nous, possiblement. Voilà, c'est ce qui conclurait peut-être notre émission. La prochaine émission va aussi traiter d'un film de John Woo, Hard Boiled. On en a déjà fait un petit peu référence, donc à suivre, voir si on a plus aimé ça ou moins que The Killer, parce que là, pour une fois, on va pouvoir vraiment pas faire un classement des films de John Woo, mais c'est pouvoir
je sais pas, là, comparer les deux films puis voir pourquoi est-ce que ces deux films-là méritent d'être dans Criterion. Donc, vous entendrez ça dans la prochaine émission. Donc, merci d'avoir été des nôtres. Puis, on se retrouve à la prochaine émission. Merci.